La capsule d'aujourd'hui portera sur les tests d'hypothèse et plus particulièrement sur le test d'indépendance, qu'on appelle également le test du qui carré ou le test du qui 2. Quand on parle de lien entre deux variables, on dit que deux variables sont liées lorsque l'information qu'on obtient sur une variable nous donne des informations sur l'autre. Par exemple, dans un cours au niveau collégial, si on prend la variable note au premier intra et note finale d'un cours, ce sont deux variables qui sont liées parce que votre note finale du cours est calculée en partie avec la note de votre intra. Donc, quand on a des informations sur votre intra, on a aussi des informations sur votre note d'examen final, même si ce ne sont que des informations partielles. Donc, là, il y a un lien entre les variables. Quand il y a un lien entre les variables, on dit que ces variables-là sont corrélées. Quand deux variables n'ont aucun lien, on dit à ce moment-là qu'elles sont indépendantes. Par exemple, il n'y a probablement aucun lien entre la note finale d'un cours au collégial et votre performance lors d'une course de 100 mètres dans votre cours d'éducation physique, par exemple. Donc, à ce moment-là, on pourrait parler de variables qui sont indépendantes. Aujourd'hui, on va parler d'un test d'hypothèse qui s'appelle le test d'indépendance et qu'on appelle aussi le test du qui carré parce que la statistique qu'on va utiliser pour le test est une statistique qui est distribuée selon une loi du qui carré et qui porte aussi le nom de qui carré expérimental. Alors, c'est la raison pour laquelle on lui donne ce nom-là. Ce test-là, donc, le but, c'est de déterminer s'il y a un lien significatif entre deux variables qualitatives ou encore des variables continues groupées en classes, des variables quantitatives continues groupées en classes. Comme il s'agit d'un test d'hypothèse, on va respecter les 7 étapes habituelles des tests d'hypothèse qu'on a vus précédemment. Alors, on va procéder un peu comme dans les dernières capsules vidéo, c'est-à-dire qu'on va y aller par un exemple et on va expliquer au fur et à mesure les étapes du test d'indépendance. Dans l'exemple qu'on a, on a un tableau ici qui nous donne la répartition d'un échantillon de 889 élèves du secteur préuniversitaire au collégial, selon leur programme et leur sexe. Donc, on peut voir que dans le tableau, on a 397 garçons et 492 filles, et que là-dessus, il y en a 253 en sciences de la nature, 513 en sciences humaines et 123 en arts et lettres. Alors, la question qu'on se pose, ah oui, juste avant la question, bien sûr, vous indiquez que les valeurs que vous voyez actuellement dans le tableau, les 6 valeurs qui sont là, on appelle ça les fréquences observées. Ça va être important plus tard parce qu'on va travailler avec des fréquences observées et des fréquences théoriques. Alors, dans ce tableau-là, comme c'est le tableau qu'on a dans la réalité, on appelle ça les fréquences qu'on a observées sur le terrain, si on veut. La question maintenant qu'on se pose, c'est peut-on affirmer avec un risque de 5% qu'il y a un lien entre le sexe d'un élève et son choix de programme? Alors, bien sûr, comme dans les autres tests d'hypothèse, on va commencer par définir nos variables. Dans ce cas-ci, on en a deux. On a la première variable X qui est le sexe d'un étudiant. J'utilise le genre masculin pour alléger le texte, mais vous comprenez, comme il y a des filles aussi et des garçons, c'est normal qu'on devrait avoir les deux sexes, les deux genres. Et finalement, Y, c'est le programme d'études de l'étudiant au collégial. Donc, voilà les deux variables et on va pouvoir maintenant commencer le test. Alors, comme dans les autres tests d'hypothèse, la première étape, c'est de formuler nos hypothèses. Dans les autres tests qu'on a vus précédemment, la formulation des hypothèses était quelque chose d'assez délicat parce que on réutilisait la formulation qu'on avait utilisée pour H1 plus tard dans le test pour déterminer où était notre zone de rejet. Dans le cas du test d'indépendance, c'est beaucoup moins délicat parce que les deux hypothèses sont toujours de la même forme. L'hypothèse H0, l'hypothèse nulle, elle est toujours de la forme il y a indépendance entre la première variable et la deuxième variable. Alors que dans l'hypothèse alternative H1, c'est toujours de la forme il y a un lien entre la première variable et la deuxième variable. Alors, dans la situation particulière qui nous intéresse pour cet exemple-là, on peut dire que l'hypothèse H0, ce sera il y a indépendance entre le sexe d'un élève et son choix de programme d'études, alors que H1, ce sera il y a un lien entre le sexe d'un élève et son choix de programme d'études.
Maintenant, deuxième étape, on va vérifier les conditions d'application. Là, c'est une étape un peu longue pour le test d'indépendance parce qu'il va falloir calculer ce qu'on appelle les fréquences théoriques. C'est quoi les fréquences théoriques? Ce sont les valeurs qu'on aurait dans le tableau si on avait l'indépendance parfaite entre les variables. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé des fréquences observées. Alors ça, c'est ce qu'on a eu, c'est les vraies données qu'on a eues. Et là, ben, on va comparer plus tard ces vraies données-là avec des données théoriques qui correspondent à l'indépendance parfaite entre les variables. Qu'est-ce que je veux dire par l'indépendance parfaite avec les variables? Ben, dans notre tableau de départ, il y avait 397 garçons sur un total de 889 élèves, ce qui veut dire 44,657% de garçons. Ben, si on avait indépendance parfaite entre le sexe et le choix du programme d'études, ben, je devrais avoir 44,657% de garçons en sciences de la nature, le même pourcentage en sciences humaines, puis le même pourcentage en arts et lettres. C'est sûr que dans la réalité, on n'arriverait jamais au même pourcentage partout, mais ce qu'on va vérifier plus tard, c'est est-ce que le tableau qu'on a observé dans la réalité s'éloigne beaucoup de cette distribution théorique-là ou pas. Alors, on va calculer maintenant les fréquences théoriques. Alors, vous avez à l'écran actuellement le tableau de départ, donc ce qu'on a appelé les fréquences observées. Donc, pour les fréquences théoriques, comment on va calculer ça? Ben, comme je vous expliquais, il y a 397 garçons sur 889 et il y a en tout 253 étudiants en sciences de la nature. Alors, on va faire 397 sur 889, ce qui correspond à la proportion de garçons dans l'échantillon, fois 253, et ça me donne 112,98. Là, vous allez me dire, est-ce qu'on met des décimales? On parle d'élèves en sciences de la nature. Ben oui, on va mettre des décimales parce que je vous rappelle que c'est une distribution théorique, pas une distribution réelle, qui correspond à l'indépendance parfaite. Petit truc pour vous simplifier la vie dans les calculs, quand on calcule ces fréquences théoriques-là, on fait toujours le calcul suivant. C'est toujours le total de la ligne fois le total de la colonne divisé par le grand total. On fait 397 fois 253 sur 889. C'est ça qui nous donne nos fréquences théoriques. Alors, on peut, même sans réfléchir, le faire pour le tableau complet de cette façon-là, en prenant toujours total de la ligne fois total de la colonne divisé par grand total. Donc, voilà les fréquences théoriques pour sciences de la nature. Pour sciences humaines, même chose. On fait 397 fois 513 sur 889, qui donne 229,09. Et là, ben, on pourrait continuer à remplir le tableau exactement comme on l'a fait précédemment, donc en faisant total de la ligne fois total de la colonne sur grand total. Mais on peut remarquer aussi quelque chose. On sait que le total de la première ligne doit donner 397. Et on a déjà calculé les valeurs qui vont dans ces deux cases-là ici. Alors, pour trouver la case manquante, ça va plus vite de faire 397 moins les deux valeurs qu'on connaît, qui nous donnent 54,93. Et on va pouvoir faire ça pour le reste du tableau, en faisant, par exemple, pour la case féminin sciences de la nature, bien, on a juste à faire 253 moins 112,98, ce qui va nous donner 140,02. Pour la case féminin sciences humaines, ben, on fait 513 moins le nombre de gars en sciences humaines. Ça va me donner donc 283,91. Et pour la case féminin arts et lettres, ben, la même chose, on va faire tout simplement le total de 123 moins le nombre qui était dans la case en haut, donc ça me donne 68,07. Ce que j'aimerais que vous remarquiez de ces calculs-là, c'est qu'à partir du moment où on avait calculé les nombres qui vont dans ces deux cases-là, le reste du tableau était complètement déterminé, parce qu'il faut arriver à des totaux qui sont déjà préétablis. Donc, un peu plus tard dans cet exemple-là, on va parler de degré de liberté. Alors, je vais revenir avec ça, parce que c'est comme si j'avais de la liberté, dans le fond, pour deux cases, et qu'après, j'avais plus de liberté parce que tout était déterminé en fonction des totaux qui apparaissent. Donc, ça va venir influencer un peu plus tard nos valeurs critiques qu'on va déterminer ce raisonnement-là.
Voici maintenant au bas de l'écran le tableau final des fréquences théoriques. Alors, tous les calculs que j'ai faits, donc j'ai mis les résultats dans ce tableau-là. Alors, le reste du test, ça va constituer surtout d'une comparaison entre les fréquences observées qu'on avait au départ et les fréquences théoriques qu'on aurait s'il y avait indépendance parfaite. Ah oui, détail important, pour effectuer un test d'indépendance, il faut absolument avoir des fréquences théoriques qui sont toutes supérieures ou égales à 5. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas faire le test tel quel. On va voir tout à l'heure qu'il peut parfois être possible de faire des ajustements, mais dans ce cas-ci, on n'a pas ce problème-là parce que toutes nos fréquences théoriques, donc toutes celles qu'on retrouve dans le tableau ici, sont supérieures ou égales à 5. Ça, dans un futur test ou un futur examen, je veux que vous me l'indiquiez. Je veux que vous me montriez que vous l'avez vérifié, que vous avez vérifié que toutes les fréquences théoriques sont supérieures ou égales à 5, parce que si ce n'est pas le cas, ben, on ne peut pas faire le test à moins de faire des ajustements. Euh, Pourquoi il faut que les fréquences théoriques soient toutes supérieures ou égales à 5? Vous allez voir plus tard dans le calcul, on va diviser par le nombre par la fréquence théorique. Si les fréquences théoriques sont trop basses, ça va donner des calculs de chi carré beaucoup trop élevés et ça va fausser nos résultats à ce moment-là. Alors, c'est important qu'on respecte le fait que nos fréquences théoriques doivent être supérieures ou égales à 5. L'étape 3, le choix du risque, ben, c'est un peu la même chose comme dans les tests précédents. On appelle ça choix, mais c'est un choix qui va toujours vous être imposé dans une future question d'examen ou un futur test. Alors, ça correspond toujours à la probabilité de rejeter H0, sachant que H0 est vrai. Et cette probabilité-là est en général petite. Souvent, c'est de l'ordre de 1, 5 ou 10%. Ça peut être d'autres choses, mais c'est les valeurs qu'on rencontre le plus fréquemment. Et cette probabilité-là, donc, on l'appelle également erreur de première espèce pour les mêmes raisons que vous avez vues précédemment. Alors, dans notre exemple, ben, on va choisir un alpha égal à 5%. On arrive maintenant à l'étape qui est très longue, le calcul de la variable d'écart. La variable d'écart, vous l'avez à l'écran. C'est bien sûr une formule qui va vous être donnée à l'examen, quoique quand vous allez avoir fait 2 exercices sur le test du carré, vous allez vous en rappeler. C'est pas une formule si complexe que ça. Qu'est-ce qu'elle dit, cette formule-là? Ben, d'abord, le symbole qui est ici, l'espèce de X ici, un peu stylisé, c'est un qui, c'est la lettre grecque qui. C'est pour ça qu'on appelle ça le test du qui carré, et c'est pour ça qu'on met un 2 en exposant, parce que c'est un qui carré. Et le petit A ici veut dire le qui carré expérimental, donc celui qu'on va calculer à partir des fréquences observées, donc le tableau de départ, des fréquences théoriques, donc celui où on a calculé les indépendances parfaites. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme calcul? Bien, pour chacune des cases, on va calculer la fréquence observée moins la fréquence théorique au carré sur la fréquence théorique. Pourquoi c'est intéressant de le mettre au carré? C'est que ça enlève des valeurs négatives. Ça fait juste des valeurs positives. Et le symbole qui est là, ben, vous le connaissez, c'est un symbole qui veut dire qu'on va faire la somme. Donc, pour chacune des cases du tableau, on va faire la somme des fréquences observées moins les fréquences théoriques au carré divisé par les fréquences théoriques. Alors, allons-y pour le calcul. Vous avez à l'écran donc le tableau des fréquences observées, le tableau des fréquences théoriques. Alors, on va calculer le chi carré expérimental. Moi, le chi carré expérimental, j'aime ça le voir un peu comme une formule de distance. C'est comme si je calculais la distance entre mon tableau observé et mon tableau théorique. Alors, si cette distance-là, elle est grande, ben, ça veut dire que je vais rejeter l'hypothèse. Et si cette différence-là est petite, ça veut dire que je ne la rejetterai pas. Alors, allons-y pour le calcul. Donc, vous avez le calcul au long à l'écran actuellement. Alors, vous voyez pour le premier terme de la somme, donc celui-là ici, ben on a 134 qui est la fréquence observée de la première case, moins 112,98 qui est la fréquence observée de la deuxième case. On met ça au carré et on divise par la fréquence observée de la première case qui est 112,98. Même chose pour la deuxième case. On prend le 218 qui est la fréquence observée.
moins le 229,09 qui est la fréquence théorique. On met ça au carré et on divise ça par 229,09. Et on va faire ça pour les 6 cases de notre tableau que vous voyez actuellement à l'écran. Alors, le calcul, donc, il est fait au complet ici. Moi, je vous suggère de calculer comme ça chacun des termes. Si jamais vous faites une erreur de calcul, et dans un calcul long comme ça, il y a de fortes chances que ça arrive, souvent, ça va vous permettre de voir les anomalies qu'il y a. Par exemple, vous voyez ici, on a pour à peu près toutes les cases des valeurs assez petites. Ben, si j'arrivais, mettons, avec une valeur comme 22,46, puis qu'à la fin, j'avais un Ki 2 expérimental un peu bizarre, on pourrait se dire, ben, probablement que l'erreur de calcul, elle est là, puis ça éviterait de devoir refaire le calcul au complet. Alors, j'ai calculé donc le Ki carré expérimental de chacun des termes, en fait, du Ki carré expérimental, et ça me donne un total de 11,28. Alors, on va se garder ça en mémoire que le Ki carré expérimental a donné 11,28. Comme je vous disais, on peut voir ça comme la distance qu'il y a entre les deux tableaux. Alors, est-ce que cette distance-là, ben, elle est grande ou petite? Ben, c'est ce qu'on va savoir à la fin de la prochaine étape. Si elle est grande, on va rejeter H0, parce que je vous rappelle qu'on suppose toujours que H0 est vrai jusqu'à forte probabilité du contraire. Et si cette distance-là est petite, ben, ça veut dire qu'on va supposer que H0 est crédible et qu'à ce moment-là, on ne le rejettera pas. Alors, on arrive à l'étape 5, qui est la détermination de la valeur critique. Vous vous rappelez, dans les tests précédents, on avait une courbe normale ou une courbe de students dans laquelle on plaçait nos zones de rejet et nos zones de non-rejet. Ben là, c'est la même chose pour la loi du Ki carré. La loi du Ki carré, on ne l'a pas vu dans le chapitre 3 précisément, mais à quoi ça correspond déjà une loi du Ki carré? Ben, une loi du Ki carré, c'est une somme de variables de normale 0,1 au carré. Donc, il n'y a pas de valeur négative. Quand on a une variable aléatoire qui suit une loi du Ki carré, cette variable-là ne peut pas prendre de valeur négative parce que c'est une somme de carrés, cette variable-là. Et le graphique d'un Ki carré, ça ressemble à ce que vous avez ici à l'écran, ce graphique-là ici. Donc, un graphique qui est très élevé autour de 0 et qui diminue comme ça, plus on s'éloigne de 0. Ben, c'est à ça que ça ressemble une courbe du Ki carré. Quand on fait un test d'indépendance, tout le risque qu'on a, on va toujours le mettre du côté droit. Donc, il va toujours être là, le risque. Donc, vous voyez, le alpha, il est là. Et le 1 moins alpha, ben, il se trouve à être ici. Et la zone de non-rejet de H0, elle est dans cette partie-là, et la zone de rejet dans cette partie-là. C'est toujours comme ça. Alors que les autres tests qu'on a vus précédemment, ça variait selon l'hypothèse H1, mais dans les tests d'indépendance, c'est toujours la même affaire. Avant de trouver cette valeur critique-là, on va calculer aussi ce qu'on appelle le degré de liberté. Le degré de liberté, c'est toujours le nombre de lignes moins 1 par le nombre de colonnes moins 1. Alors, je vous rappelle que notre tableau, nous, il y avait 2 lignes, 3 colonnes. Donc, on fait 2 moins 1 par 3 moins 1, puis ça nous donne 2. Alors, notre degré de liberté vaut 2. Vous vous rappelez tantôt quand je vous ai montré le tableau, puis que je vous ai dit, à partir du moment où on a complété 2 cases, ben notre tableau, il est complètement déterminé. Ben c'est ça que ça veut dire 2 degrés de liberté. Ça veut dire que, dans le fond, j'aurais pu mettre n'importe quoi ici. Tout le reste du tableau était déterminé à ce moment-là. Alors, c'est ça que ça signifie degré de liberté. Donc, j'ai de la liberté pour 2 cases. Puis après, ben, tout le reste dépend de ces 2 cases-là que j'ai choisies. Alors, on va compléter notre test. Donc, voilà les 2 cases en question. Là. Alors, on va compléter notre test. Alors, j'ai calculé mon degré de liberté et maintenant, on va aller voir dans cette table-là que vous avez dans vos notes de cours au chapitre 3 et que vous avez aussi dans vos feuilles de formule pour l'examen final, bien sûr. C'est la table de la loi du Ki 2, table de la distribution Ki 2. Dans cette table-là, j'ai besoin de 2 paramètres. J'ai besoin d'abord du degré de liberté que vous avez dans chacune des lignes. Et vous avez besoin aussi du alpha, l'alpha qui est ici, qu'on a choisi à l'étape 3. Alors moi, je vous rappelle que dans notre test, on a 2 degrés de liberté, donc on vient de le calculer. Puis on avait un alpha égal à 5%. Ben, la valeur critique du Ki carré, c'est 5,99. C'est cette valeur-là qui est la limite inférieure, si on veut, de la zone de rejet.
Alors, on la voit ici, donc, sur le graphique du qui carré. Donc, c'est le début de la zone de rejet. Et euh, on l'appelle, cette valeur-là, le Ki2 critique. Vous vous rappelez, tantôt, on avait le Ki2 expérimental parce qu'il y avait un petit E ici. Ben, le Ki2 critique, c'est un petit C qui est là pour indiquer que c'est Ki2 critique, justement. Et notre région critique, ben, ce sera celle-ci. On va rejeter H0 si le Ki2 expérimental est supérieur à 5,99. Et pour les tests d'indépendance, c'est toujours une zone critique semblable à celle-là qu'on va avoir. Ce sera toujours, on rejettera H0 si le Ki2 expérimental est plus grand que la valeur que vous allez trouver dans la table, avec bien sûr la valeur de degré de liberté que vous aurez calculé et le alpha que vous aurez pour votre test. Alors, on arrive à l'étape de la décision. Vous vous rappelez, on avait obtenu un Ki carré expérimental qui valait 11,29. Alors, 11,29, ben, c'est clairement dans cette région-là ici, qui est dans la zone de rejet. Si j'ai 5,99 ici, hein, ben 11,29, ce serait même dans ce coin-là. Alors, puisque le Ki2 expérimental est supérieur à 5,99, ben on va rejeter H0. On arrive à l'étape de la conclusion qui va se faire exactement comme dans les tests précédents, c'est-à-dire que si on rejette H0, la conclusion va commencer par on affirme avec un risque alpha qu'il y a un lien entre les variables. Si on ne rejette pas H0, ben on va commencer la conclusion par il semble qu'avec un risque alpha, on ne peut rejeter l'hypothèse qu'il y ait indépendance entre les variables. Alors, dans notre cas, ben, comme on a rejeté H0, ben, on va dire on affirme avec un risque de 5% qu'il y a un lien entre le sexe de l'étudiant et son choix de programme. Voilà qui conclut donc ce premier exemple de test d'indépendance. On y va d'un autre exemple. On va aller un peu plus vite cette fois-ci parce que, bon, déjà les notes de cours sont remplies dans votre document. Alors, on vous dit, ben, une enquête canadienne veut déterminer s'il y a un lien entre la religion d'un Canadien et son opinion sur la légalisation de l'avortement. Alors, on a prélevé un échantillon aléatoire de 350 Canadiens et on a prélevé les résultats. Alors voici donc dans le tableau, alors vous voyez donc on a classé les gens selon leur religion déclarée et selon leur opinion sur la légalisation de l'avortement. Nos variables, bon, on va effectuer effectivement un test d'indépendance au niveau de signification de 10%. Et nos variables, ben, X, ce sera la religion d'un Canadien, et Y, ce sera l'opinion d'un Canadien sur la légalisation de l'avortement. Alors, nos hypothèses, ben, H0, il y a indépendance entre la religion des Canadiens et leur opinion concernant la légalisation de l'avortement. Et H1, il y a un lien entre la religion des Canadiens et leur opinion concernant la légalisation de l'avortement. Alors, à l'image précédente, on avait les fréquences observées. Voici maintenant à l'écran les fréquences théoriques. Vous voyez dans la première case, c'est indiqué dans vos notes de cours, on vous montre comment calculer la fréquence théorique ici en faisant total de la colonne, de la ligne fois total de la colonne sur grand total. Ben, on fait exactement la même chose pour les autres cases. Hein. Pour la case protestant et pour, ben, on fait total de la colonne fois total de la ligne sur le grand total. Et on fait ça pour les 4 premières cases. Et à partir du moment où ces 4 cases-là sont calculées, ben on a le calcul qui est fait pour tout le reste du tableau. Hein, on a juste à faire 160 moins les 4 résultats qui sont là pour trouver le 1,83. 167 moins 76,34 pour trouver 90,66, etc. Ce qui veut dire, hein, on peut déjà savoir, si le tableau reste tel quel, il y a 4 degrés de liberté. Mais vous vous rappelez, on avait dit tout à l'heure que pour être capable de faire un test d'indépendance, il fallait avoir toutes des fréquences théoriques qui étaient toutes supérieures ou égales à 5. Là, il y a un problème. Il y a un problème parce que les fréquences théoriques que j'ai ici sont trop petites. Alors, je ne peux pas effectuer le test tel quel. C'est clair que la raison, c'est que quand on a prélevé l'échantillon, ben, on n'a pas eu assez de Canadiens qui avaient soit la religion musulmane, la religion juive ou d'autres religions.
on a un échantillon qui est presque constitué uniquement de catholiques et de protestants. Probablement que c'est un échantillon qui a dû être prélevé il y a très longtemps, quand au Canada, on avait une société qui était assez peu diversifiée, donc où les francophones étaient catholiques, puis les anglophones étaient protestants, puis c'était pas mal ça qui était la religion à l'époque. Mais maintenant, ce serait beaucoup plus diversifié, mais pour ce tableau-là, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on peut effectuer le test? Non. Pourquoi? Il y a des fréquences théoriques inférieures à 5. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ben, il y a peut-être moyen de s'en sortir. Parce que, comme vous voyez dans le tableau, le fait qu'on ait eu des fréquences théoriques inférieures à 5, c'est que ces religions-là sont totalement sous-représentées dans le tableau. Alors, ce qu'on pourrait faire, on pourrait regrouper ces trois religions-là ensemble et constituer une catégorie autre. À condition, bien sûr, que notre étude ne perde pas tout son sens. C'est sûr qu'on n'aurait pas pu faire un regroupement entre ceux qui sont pour l'avortement, oui, ou contre l'avortement, parce qu'à ce moment-là, j'aurais complètement perdu ma variable. Mais pour les religions, ce serait possible de le faire. Alors, si on regroupe ensemble donc les trois dernières modalités de la variable de religion, ben on pourra donc effectuer le test, parce que vous allez voir à la prochaine image ce que ça donne. Alors, quand je regroupe donc les trois religions, les trois modalités de la variable religion où il y a le moins de monde, ben vous voyez, ça me donne ce tableau-là. J'ai mis dans le tableau, pour raccourcir un peu la chose, les fréquences observées et les fréquences théoriques. Pour chacune des cases, là, donc vous avez avant le slash la fréquence observée et après la fréquence théorique. Et vous voyez maintenant, toutes mes fréquences théoriques sont supérieures ou égales à 5. Alors, je peux effectuer le test d'indépendance. Alors, on peut dire, on peut maintenant effectuer le test, car toutes les fréquences théoriques sont supérieures à 5. Mon risque alpha, ben, je vais choisir 10%. Alors, on est rendu maintenant au calcul de la variable d'écart. Alors, voici notre tableau avec les fréquences observées théoriques. Vous vous rappelez de ma formule. Alors, pour chacune des cases, ben, on fait fréquence observée moins fréquence théorique sur le grand total, au carré sur la fréquence théorique. Même chose ici, 93 moins 90,66 au carré sur 90,66. On fait ça pour les 6 cases du nouveau tableau. Et ça me donne, donc vous voyez les calculs ont été faits ici pour chacune des cases. Alors ça me donne un chi-carré expérimental de 0,26. À première vue, ça me semble petit, mais est-ce le cas? On va le savoir à la fin de la prochaine étape. Alors, voici notre graphique de la distribution Chi2. Pour aller fouiller dans la table, on va calculer le degré de liberté, qui est toujours nombre de lignes moins 1 par le nombre de colonnes moins 1, mais dans le nouveau tableau, pas dans le tableau initial. Alors, ça me donne un degré de liberté de 2. Alors, je retourne dans ma table, je vais aller fouiller à la ligne 2 et à la colonne 10%. Et ça me donne donc la valeur que vous voyez actuellement qui est encerclée, c'est-à-dire 4,61. Donc, mon Chi2 critique vaut 4,61. C'est la borne inférieure de ma zone de rejet. Donc, ma zone de rejet sera, ben, ma région critique, en fait, sera, on rejettera H0 si le Chi2 expérimental est supérieur à 4,61. Sixième étape, donc, mon Chi2 expérimental est de 0,26. Ma zone de rejet commence à 4,61. Alors, c'est clair que le 0,26, ben, il est situé dans la zone de non-rejet. Alors, puisque le Chi2 expérimental est inférieur à 4,61, ben, on ne rejettera pas H0. Et voilà, donc c'est la décision, on ne rejette pas H0. Et comme on ne rejette pas H0, ben, ma conclusion va commencer par « Il semble qu'avec un risque de 10%, on ne peut rejeter l'hypothèse qu'il y a indépendance entre la religion des Canadiens et leur opinion sur la légalisation de l'avortement. » Alors, ce qui nous permet de conclure que l'opinion des Canadiens sur la légalisation de l'avortement est sensiblement la même, peu importe la religion des Canadiens en question. Alors voilà donc la dernière étape de ce test d'hypothèse-là. Je vous rappelle que les tests d'hypothèse,
sont valables uniquement si on est en présence d'un échantillon aléatoire. Tous les modèles qu'on a sont basés sur des probabilités, que ce soit la loi normale, que ce soit la loi de Student et que ce soit la loi du ski carré. Mais pour ça, il faut qu'on ait des trucs aléatoires, donc des trucs basés sur le hasard. Alors, ça nous prend des bons échantillons aléatoires si on veut avoir des conclusions qui se tiennent, qui ont de l'allure. Alors, avec ce qu'on a vu ce matin, ben, vous êtes maintenant en mesure de compléter les exercices de la section 6.11.